Salut YouTube. Bon, on est reparti. Enfin, on est reparti, on se fait la fin de la journée, hein. Celui-là, il est déjà 16h. Ouais, 16h40, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est prévoir ce qui ne va pas. J'étais en train de réfléchir pendant que je me faisais couler le thé. Le petit thé. Parce que, en fait, on a déjà la fin de match, en fait. Il y a plusieurs choses. Quand on fait la victoire, on ne détruit rien, normalement. On envoie des événements de victoire, de défaite. Très bien. Quand on... Quand on... Quand on... Quand on fait le quit. Quand on fait le quit, on dit qu'il faut détruire quand le joueur se casse, on détruit le robot, on détruit la tour. D'accord, très bien. Le truc qui me manque, c'est que donc on a l'affichage du main menu, ça je suis d'accord. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il faut aussi afficher euh, le bouton, je crois. Simple Match Lobby. Join Simple Match Lobby button. Join Simple Match. La position. Default Join Simple Match button position. Voilà, c'est ça. Shape type. Simple Match Lobby button. C'est l'idée. On fera la même pour le joueur B quand il se casse. Et par contre, c'est à la destruction du match. À la destruction du match, il faut qu'on envoie. À la limite, je peux le faire là. Ou alors, est-ce que je le gère dans le destroy match? Non. Le destroy. De toute façon, la destruction, c'est un destroy event et je mets l'entity type. Ouais, à la limite, en fonction de l'entity type, si je dis que je veux détruire un match. Ouais. Ouais, ça peut être comme ça que je peux le gérer. En fait, j'ai déjà tous les événements principaux qui vont bien, mais c'est des sous-événements que je dois gérer. Donc, par exemple, au niveau du destroy, quand j'ai un. C'est le life cycle system, je pense. Donc, par exemple, là, j'ai un destroy match. Quand je fais un destroy match derrière, en fait, il faudrait que je fasse. Il faudrait que je rajoute ça, en fait. En fait, là, ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que je fasse un destroy grid.
fait, c'est tout ce qui est lié au match. Donc, il faut que je défonce la grille. TTID. Grid. Faut que je fasse un destroy du... Qu'est-ce qu'il y aurait Qu'est-ce qui doit rester Destroy cell. On va partir du postulat qu'on a 2 cellules en fait qui sont rattachées à la grille. Ou alors, est-ce que c'est au niveau de la destruction de la grille que je détruis les cellules? C'est peut-être plus lié, c'est peut-être mieux comme ça. En fait, on détruit la grille et c'est la destruction de la grille qui va détruire les cellules. Par contre, il faudrait détruire le... Comment ça s'appelle Ça, c'est chiant. C'est la destruction de la Victory. Destroy Victory Event et un Destroy Defeat Event. Et le Next Turn button, en fait. C'est histoire de bien nettoyer. Hein. C'est le garbage collector. Victory. Defeat. Et Next Turn button. Donc, tout ce qui appartient, en fait. Tout ce qui appartient au match, en fait. Oui, c'est vrai que j'avais fait un bouton par joueur. Donc, il faut que je détruise le bouton du joueur A, le bouton du joueur B. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais rajouter ces événements-là. Après, je pourrais envoyer un seul événement avec plusieurs entités références à l'intérieur. Alors, je vais les envoyer de manière unitaire.
Voilà. Et donc derrière, quand on a... Quand on a... une destruction de grille. Ouais, c'est ça. Tiens, je refais un scénario. Je vais faire une grille toute petite, et donc on va faire un destroy cell. On va quand même s'assurer qu'on a 2 cellules de rattacher. Ensuite, il faudrait que je fasse un test sur le... Ah, je vais d'abord faire le destroy cell. Voilà. Ensuite, quand je fais un destroy cell, pour le moment, je ne sais pas ce que je fais avec, mais bon, c'est pour noter que je dois le faire. Hein. C'est pour noter que je dois m'en occuper de ce truc. Faire le nettoyage. Quand je fais un destroy victory. Il y aura des trucs à faire. Quand je fais un destroy defeat. Destroy defeat, et on a le destroy next turn button. Voilà. Et donc là, normalement, si je lance mes tests, j'ai plein de trucs qui sont pas supportés. Voilà. J'ai 4 tests au niveau du quit. J'ai 2 tests au niveau du destroy qui vont pas. Et par contre, au niveau du destroy, de mon life cycle system, quand je fais un destroy, life cycle system, undestroy. Ouais, là, je fais un delete entity by ID. Le delete entity by ID me défonce l'entité. Et ses composants derrière, je pense. Parce que c'est l'entity repository qui contient les composants dans la foulée. Donc ça dégomme le compo. Par contre, il n'y a pas de link. Il faudrait que je chope. Oui. Il faudrait que là-dedans, je fasse un check qu'au niveau des entités références, que je délink l'entité des entités référencées. Ouais. Faudrait que je prenne tous les liens et que je dise bah, délink tout. Si jamais il y a un lien, tu le dégommes.
Ouais, pas de problème, Arnotech. À la prochaine. C'était cool. Ouais, ça, il y aura un truc que je devrais checker. Faudrait que je pense à... Par rapport aux entités références, de toute façon... De toute façon, il connaît les entités auxquelles il est lié. C'est moi qui choisis ce que je veux détruire. Et ce truc-là va être détruit. Donc autant virer les références et les liens. Comme ça, à la limite, s'il y a un truc que je détruis en trop, ça va faire planter au niveau du jeu. Il va me dire qu'il manque une entité, il manque le lien. Et donc, comme ça, moi, j'aurai l'info que ça marche pas. Versus laisser des trucs en trop. Parce que laisser des trucs en trop, ça prend de la mémoire, ça fait faire des traitements en trop. Il n'y a pas besoin. Et il y a quand même la grosse réflexion qu'on avait échangée avec Slurdef. La grosse réflexion qu'on avait échangée avec Slurdef et qui me travaille quand même, c'est le fait de virer la notion de cellule. Parce que, en fait, c'est les cellules là qui me font exploser, exploser les perfs. En fait, c'est les cellules qui font exploser les perfs, et je suis même pas sûr que j'en ai besoin maintenant, puisque le but des cellules, c'était de détecter la collision à un endroit donné. Mais le pointeur ayant une position, quand je clique sur la grille, je suis capable de récupérer la position du pointeur. Au final, j'ai pas besoin de cellules. J'ai juste besoin de la grille. La grille qui permet de cliquer à un endroit et de récupérer les coordonnées du clic. Et ensuite, le pointeur, lui, bah, soit il est en contact avec la grille uniquement, soit il est en contact avec... Ouais, par contre, soit il va falloir que je sache... Si mes cellules sont de même dimension, ça sert à rien de passer l'instanciation, mais juste la ref. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je donne pas l'instanciation de la cellule, je donne juste la ref, hein, de la cellule quand je fais une collision. Mais pour autant, ma cellule est une... Enfin, non, ma grille est une grande cellule, c'est-à-dire qu'elle a plus de 1. Parce que la cellule, en fait, c'est vraiment l'unité de base, la cellule. C'est comme si moi, j'étais en échelle 1 mètre. Et grosso modo, la mesure de base, c'est le mètre. On va pas en dessous, en fait. Pour détecter des collisions débiles, hein. C'est parce que pour le moment, mon système de collision est débile puisqu'il est aligné horizontalement et verticalement sur les axes. Si à un moment je veux faire un système de collision sur des formes, même des carrés, mais qui sont pivotés légèrement, là on part dans des systèmes de collision qui sont beaucoup plus consommateurs en ressources et qui ont besoin d'une algorithmie beaucoup plus sexe, on va dire. On part dans des systèmes de collision en 2D un peu énervés. Euh, Grosso modo, c'est le théorème où, grosso modo, si tu arrives à faire un vecteur qui n'est pas traversé par les deux formes, ça veut dire qu'il n'y a pas de collision. Si à un moment le vecteur traverse les deux formes, c'est qu'il y a une collision, en fait. Enfin, c'est tout un délire. J'avais vu ça. Et quand tu veux le faire en 3D, au lieu de faire un vecteur, tu fais un plan, en fait, quand tu le fais en 3D. Tu fais un calque, et si le calque passe au travers de deux formes en 3D, ça veut dire qu'il y a une collision avec ces deux formes, en fait. Ouais, voilà, c'est l'idée Slurdev, c'est quand on utilisera la dimension de la grille, et donc le pointeur ayant cliqué sur la grille, on a une collision avec la grille, mais à tel endroit du pointeur, en fait, à telle coordonnée du pointeur. C'est les coordonnées du pointeur qui comptent. C'est juste pour dire que le pointeur a collisionné avec la grille à tel endroit, en fait. Et vu que moi, dans le système de jeu avec Pixie, au détecteur du contrôleur, au détecteur de collision,
vu que la grille est cliquable, en fait, vu que la grille est interactive, quand je clique avec la souris, ça émet un événement de clic sur la grille. Ça se trouve, je pourrais peut-être même récupérer les grilles d'ID, mais j'ai pas envie que ce soit le client qui me dise sur qui j'ai cliqué. Parce que ça, sinon, ça permettrait de faire de la triche. Donc, je veux pas connaître les ID de grille côté client. Je veux pas transmettre l'événement comme quoi le joueur a cliqué sur l'ID, sur la tour, enfin sur une tour, sur je sais pas quoi. Ça, c'est le système de détection côté serveur qui est géré. Pour des questions de triche, hein. Si on s'en foutrait de la triche, moi je pourrais directement dire que c'est côté client qu'on gère les collisions, hein. Mais je trouve que ça me dérange. Ça me dérange personnellement que ce soit les clients qui... pour moi, j'aime bien avoir la source, une seule source de vérité. La source de vérité, c'est le serveur. Si le client a de la latence, c'est son problème. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était pas la... euh, en fait, les cellules, ouais, je me rends compte que j'en ai pas besoin, en fait. Par contre, il faut bien s'assurer que est-ce que le joueur a cliqué. Est-ce qu'on a une collision sur une zone de la grille? Et si on a une collision sur le zone de la grille et qu'il n'y a pas autre chose, ça veut dire qu'on veut se déplacer, en fait. Je rappelle, hein, pour le moment, les cellules, c'est les carrés. Enfin, je peux zoomer ou je peux agrandir, hein, ça fait un zoom. Tac. On a des petits carrés là. Chaque petit carré, c'est. Enfin, j'ai fait un espèce de damier, j'ai fait j'ai fait un peu les côtés pour faire comme des dalles de béton au sol, grosso merdo. Mais j'aurais pu faire un carré vert, ça aurait fait aussi, hein, ça aurait marché. Mais grosso modo, quand on a. C'est le fait de cliquer, peu importe l'endroit, chaque petit carré correspond à une cellule. Et la cellule, vu que je clique dessus, il y a le système de collision côté serveur qui détecte qu'il y a le pointeur de souris qui est en collision avec la cellule. Et vu qu'il n'y a pas autre chose, il n'y a que la cellule et le pointeur, il n'y a pas la cellule, le pointeur et la cuisse de poulet. Vu que c'est que la cellule, ça fait ordre de déplacement, en fait, dans le jeu. Mais par contre, si je clique sur le dé n'est pas une collision avec une cellule. C'est le pointeur qui est en collision avec le dé étant la défaite. Et donc ça génère une autre action, en fait. C'est la combinatoire de collision qui dit quel type d'action on veut derrière, en fait. C'est comme ça que fonctionne le système de collision. En fait, on a le système de collision qui va générer les événements de collision, et par contre, c'est pas lui qui définit qu'il y a des collisions. Ça se fait en amont. En amont, on a un événement de game loop qui demande de faire un check de collision général. Et on a notre collision system qui a un uncheck collision, si je dis pas de bêtises. Collision, système, hop. Uncheck collision, voilà. Quand on a un événement de type check collision, on récupère tous les composants physical de nos entités. Donc ça fait, si on a beaucoup de cellules, si on a beaucoup de merdier, ça donne un problème de scalabilité parce que grosso modo, il faut qu'on récupère tous les composants physical. Si j'ai des milliards d'entités qui ont le composant physical, c'est un bordel. Donc ça, c'est pareil, c'est au niveau de mon repository qu'il faut que je... c'est au niveau de mon repository, il va falloir que je sache comment bien trier mes composants. Mais mes éléments sont basés sur une grille. Même mes boutons. Non, mes boutons, ils sont posés par rapport à une taille d'écran, à une taille de zone d'écran générale. En fait, je te montre. Je te montre les dimensions. En fait, pas les dimensions, c'est les physical. On a deux tailles générales. Non, 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 c'est la dimension. Ouais, c'est là. En fait, j'ai la dimension. Non, c'est où? Bah, c'est où?
Match grid, match offset, match grid dimension. Ah, oui, le game screen dimension, grosso modo, c'est la taille de ma grille plus 50 unités en dessous de ma grille, grosso modo. Hein, donc, quoi qu'il arrive, j'ai 50 unités, là, 50 petites cellules unitaires qui sont en dessous. Et grosso modo, mon jeu se scale de toute façon par rapport à cette taille générale. Ma fenêtre web est petite, plus le jeu est petit. Donc ça, c'est à chacun d'avoir l'écran nécessaire pour avoir une vision du jeu confortable, si tu veux. C'est l'idée Slordef. En fait, c'est ce que je vais faire plus tard. Hein. C'est-à-dire, le composant... En fait, mes repositories d'entités et mes références ou mes dictionnaires d'entités vont être... à terme, en fait, je vais les optimiser. C'est-à-dire que là, par exemple, déjà, pour gagner du temps, ce que je peux faire, c'est trier mes composants par famille de composants, au lieu de faire une map par entity ID. C'est déjà de dire, bon, quand je vais récupérer le composant physical, bah déjà, bon, on va trier parmi tous les composants physical. Et limite, je peux même faire une matrice de map à 2 dimensions, c'est-à-dire le nom du composant et l'ID de l'entité. Donc déjà, faire une map qui mixe les deux, c'est-à-dire nom de la classe du composant, le composant plus l'ID de la cellule, je pense que l'ID de l'entité, pardon, ce qui me permettrait de faire une recherche très efficace, en fait, sur ça. Et moi, je choisis derrière une base de données orientée document qui va me stocker mes index de cette manière-là, sous forme d'une map. En fait, je vais essayer de me démerder. Je pense que faut que je trouve une solution qui permet de le faire. Et si jamais c'est pas suffisant, éventuellement, je fais des dictionnaires annexes. C'est-à-dire que ça, c'est de la tech. Tout ce que je suis en train d'expliquer là, c'est de la tech qui permet de gérer de la perf sur des queries pour récupérer de la data, en fait. Donc, tous ces trucs-là, si on veut améliorer la perf, eh ben, on crée des dictionnaires additionnels qui vont nous permettre de faire des raccourcis pour choper exactement l'objet que je veux, le plus rapidement possible. Et pareil, par rapport à ce que tu me disais, par rapport au check de collision et tout ça, moi j'ai prévu aussi de faire un rangement de mes composants physical ou de mes entités, en fait même, de faire un dictionnaire à part que je mettrai à jour, hein, il faudra que je le maintienne. Mais en fait, je vais faire une map par position en 2D et même plus tard en 3D, c'est-à-dire d'être capable de faire ok, il y a un truc qui se trouve à tel endroit, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui se trouve à tel endroit? Et donc d'être capable d'alimenter un espèce de dictionnaire d'emplacement des choses. Mais pareil, il y a aussi d'autres algorithmes qui peuvent être disponibles qui permettent de choper la taille du truc dans l'environnement XY et donc de choper les coordonnées minimum X, maximum X, minimum Y, maximum Y. Et après, tu fais du logarithme de mes couilles de machin. Enfin, tu fais grosso modo une espèce d'algorithmie hyper énervé qui permet d'avoir le check de collision très efficace et pas juste en mode cellule comme je viens d'expliquer. Mais ça, c'est pareil. Ça va venir quand on en aura besoin. Là, pour le moment, on en est à l'étape de la démo minimale, on va dire. Parce que tous ces trucs-là à développer, ça demande un peu du temps, et donc il faut prendre le temps d'y réfléchir et de bien s'assurer que ça marche, etc. Quoi. Parce que le moment où on va pouvoir faire pivoter les gros tanks, enfin quand on va avoir la possibilité déjà de créer des gros Gundam énormes, et qu'on veut faire pivoter le Gundam de 10 degrés pour esquiver le laser du mec en face, ça veut dire qu'il faut être capable déjà de créer le Gundam, donc le robot avec plein de petits composants là, donc ça on va s'en occuper. Il faut qu'on soit capable de faire incliner le Gundam de 10 degrés, et donc on va avoir des cellules du Gundam qui vont se retrouver à cheval en traviole sur plusieurs coordonnées de la grille. Et derrière, il va falloir aussi que quand on tire un laser, que quand on fait un vecteur, grosso modo, quand on va tirer un projectile, peu importe, qu'on détecte bien qu'on a touché tel élément et pas deux, enfin tu vois, il y a le check de collision qui va être vachement énervé, quoi. Et de toute façon, on aura un jour des problèmes de perf, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de fabriquer là, ça va marcher jusqu'à une certaine taille.
Et au bout d'une certaine taille, il va falloir revoir un peu le système pour le rendre encore plus performant. Et l'avantage qu'on a, c'est que déjà, on fonctionne par système. Et comme j'avais dit la dernière fois, un système pourra être extrait du Game Engine monolith, grosso modo. Et on pourra faire un microservice dédié par système. Donc je pourrais faire un serveur ou une grappe de serveurs qui taperont sur une base de données en cluster et qui seront dédiés par exemple au système de collision. C'est là où je veux en venir. Et donc c'est comme ça que tu scales en fait. Le problème, c'est pas de faire un calcul en temps de millisecondes. Ça c'est facile. Le problème, c'est de faire 10 millions de calculs identiques sur le même serveur pareil, en 10 millisecondes. Là, ça tient pas. Tu as des problèmes d'échelle, en fait. Mais bon, c'est pas grave. On va. Et puis, ça sert à rien de le faire maintenant. Pour le moment, on n'a pas de joueurs. Je veux pas m'amuser à faire un système hyper scalable pour 10 millions de joueurs, alors que pour le moment, le jeu n'est pas là. C'est pas bon. C'est pas bon. Vaut mieux déjà faire les comportements de base, faire un truc qui soit viable pour 10, 100, peut-être 500 joueurs. Franchement, le jour où j'ai 500 joueurs en moyenne qui se bourrent la gueule sur le jeu en simultané, je serais super content. Je serais super content. Mais même 3. Même 3 joueurs qui se foutent dessus en continu. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr, hein. C'est pour ça que. Et puis c'est pareil, hein, en fonction de comment tu vas faire tes serveurs et en fonction de comment tu développes ton logiciel, ça peut scale, mais de la mauvaise manière. Tu vois. C'est pour ça les choix de solutions. Et puis c'est pour ça aussi qu'il faut que le business model soit adapté. C'est-à-dire que moi, je rêverais que les gens puissent jouer à mon jeu gratuitement. Mais imaginons le jeu marche bien et j'ai 3 millions de joueurs. Il faut payer l'infra. Surtout quand tu fais du MMO. Déjà, quand tu fais des sites web simples, tu sais, ou des landing pages et que tu veux 500 000 connexions simultanées sur une pauvre landing page dégueulasse, bah déjà, ça coûte du pognon pour avoir un truc efficace. Donc, imagine avec un jeu, enfin, avec un back-end, quoi, un serveur où tu as toute la game logique qui tourne côté serveur. Faut comprendre que la logique qui se passe côté serveur, c'est de la logique en moins qui se passe côté client. Parce que là, moi, côté client, il se passe que dalle, hein. Côté client, il y a 3 caca qui va se passer, et quoi qu'il arrive, il y aura 3 caca. Mais quand tu auras 1 million de joueurs au cul qui vont faire ronfler les serveurs, ça va piquer sur la facture, quoi. Donc c'est pour ça, allons-y gentiment par rapport à un ordre de grandeur qu'on se fixe. Ça coûte pas, c'est pas les mêmes moyens et c'est pas les mêmes optimisations quand tu veux faire un truc qui tourne pour 20 mecs qu'un truc qui tourne pour 10 000 mecs. Et ainsi de suite. Mais ça, c'est des bons problèmes, hein. C'est des bons problèmes, hein. Moi, comme je dis, le jour où j'ai déjà 3 joueurs qui me font des retours en mode c'est bien, c'est pas bien, faut améliorer telle partie, etc., c'est top. Le jour où j'en ai 10, c'est encore mieux. Le jour où j'en ai 100, c'est encore mieux de mieux, ça. On commence à atteindre des positions, et puis le jour où tu as une fanbase en plus, où tu leur dis, bah écoutez, j'ai besoin de moyens, moi, pour répondre à votre besoin, pour être capable justement de vous faire kiffer, et que vous n'ayez pas de problème de perf, et qu'il y ait de plus en plus de joueurs, et qu'on fasse des tournois de ouf et tout, bah, à la limite, tu demandes aux gens s'ils peuvent t'aider avec un système de donation, avec un système de jeu à licence, peu importe, quoi. Le serveur s'autoscale par rapport à la valeur que je lui donnais, ouais. Jeff et init un serveur qui gérait la répartition des joueurs par rapport à leur position dans le monde. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça. Alors moi, c'est pareil. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas créer des systèmes qui seraient autonomes par match? C'est-à-dire qu'on enverrait des événements toujours en mettant la référence du match, tu vois. Et grosso modo, on fait une mini instance Docker sur un match, puisque moi je sais qu'un match, par exemple, le match il a un temps fini, hein. C'est ça l'avantage du tournoi, c'est que je sais que mon match il va durer un quart d'heure, 20 minutes. Et à la fin, quoi qu'il arrive, il y a un perdant et un gagnant. Donc moi je sais que en termes d'auto-scaling, grosso modo, ce qui comptera en termes de prix sur les joueurs, c'est le nombre de
c'est le nombre de joueurs en instantané, en fait, qui compte. Après, tu peux faire des systèmes un peu plus énervés, un peu plus intelligents, où grosso modo, tu as des zones de calcul. Et après, c'est à toi de donner l'ordre en disant, avec de l'événementiel, en disant, bah écoute, vu que j'ai beaucoup de joueurs, bah toi, machine du fond, je te délègue la gestion de la ville de mes couilles. Tu vois. Et par contre, bah, toutes les villes périphériques où il y a trois Billy en train de jouer par ville, bah, en fait, on peut les mettre dans le. Grosso modo, c'est la. Tu fais une approche un peu à la parisienne. Grosso modo, le serveur du fond, c'est la province. C'est la province. Et ensuite, tu as des serveurs dédiés de métropole, où grosso modo, c'est ce qu'ils font hein, avec Evenline, hein, si je dis pas de bêtises à l'époque. Mais grosso modo, en fait, ils faisaient des instances de jeu. Enfin, chaque mini-serveur pouvait porter plus ou moins de villages ou de systèmes solaires dans Evenline, par exemple. Et grosso modo, sur Evenline, je crois que tu avais, si je dis plus de bêtises, Jira. Ah, je sais plus. Bref, tu avais un système solaire sur Evenline où c'était le centre de la galaxie, c'était le centre commercial du jeu, puisque bon, c'est une sandbox, machin. Et tout le monde allait là pour. C'était le supermarché, grosso modo. C'est le supermarché, c'est en zone sécure, tout le monde vient là pour faire du commerce, etc. Donc t'as une population de joueurs énorme sur ce système solaire. Et par contre, t'as d'autres systèmes solaires où t'as trois connards, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et donc, grosso modo, euh, dans l'architecture distribuée des serveurs Evenline, en fait, ils avaient des serveurs de périphérie, si je dis pas de bêtises, où ils faisaient tourner les petits systèmes, mais sur la même machine, parce que bon, il se passait pas grand-chose. Et sur un système, là où il y avait un système avec beaucoup de monde en instantané dessus, et ben en fait, ils avaient automatisé le truc pour que le système prenne une machine dédiée à la fin. Mais après, c'est sur des bases de conteneurs ou des choses comme ça. Hein. Si tu te dis un système, c'est un petit conteneur et donc l'architecture par système se gère bien, ça peut être intéressant. Mais en général, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt c'est par rapport à la gestion du cycle de vie. En général, moi, par exemple, le match serait intéressant parce que c'est vraiment lié au cycle de vie. Il se passe beaucoup de choses quand on lance un match. Après, quand le match est terminé, bah, le match est terminé, quoi. On dégage tout. Et ça serait la même sur un cycle de vie un peu plus au-dessus. Demain, ça sera les tournois. Quand il y a un tournoi qui démarre, bah oui, il y a plein de joueurs qui s'enregistrent au tournoi. Il se passe plein de trucs. Une fois que les joueurs, on lance les matchs, bah, il y a plein de matchs qui vont être créés partout, machin, super. Et puis à la fin, lors du dernier match, bah, il y a déjà beaucoup de joueurs éventuellement qui se sont barrés, il y a moins de visiteurs. Et puis aussi, tu as moins de. Et puis à la fin, tu as un gagnant du tournoi, et à la fin, le tournoi, il est terminé, quoi. Donc tu détruis tout. Tu détruis toutes les instances, tu vas détruire les données, tu vas juste garder peut-être les high scores, les machins. Enfin voilà, tu gères le cycle de vie de ces instances-là, quoi. Sur Star Citizen, c'est compliqué parce que ils font. Moi, je sais que sur la plupart des jeux, en fait, chaque petite zone du jeu pourrait être décorrélée les unes des autres, et c'est pour ça que tu as des petits temps de chargement dans les MMORPG quand tu passes d'une zone à l'autre, en fait. Alors qu'en 3D, ils te font croire que c'est la même machine, que c'est la même instance serveur. Mais en fait, tu as quand même des temps de chargement ou des temps de transition pour te faire passer d'une zone à une autre. Et c'est ce qui fait que ça scale. C'est ce qui fait que ça scale parce que grosso modo, les gens, ils savent que tu n'arriveras jamais à rassembler plus de 1000 ou de 2000 personnes sur une seule zone. Sauf gros événements ou ce genre de trucs. Mais ça, ces gros événements-là, tu les prévois à l'avance en général. Ou alors tu fais de l'autoscaling dans ces cas-là. Mais c'est des cas à la marge. Mais je dis ça, je suis pas du tout un expert. Donc, donc je vais me détendre. Ok, bon, j'ai des choses à faire pour la prochaine fois. C'était une bonne journée. Je suis content, j'ai avancé. Bon bah oui, la démo est toujours pas là. Enfin, la démo,
Le ramasse-miettes est pas fini, mais ça, je m'en doutais. Je m'en doutais que le ramasse-miettes était pas fait, donc il faut que je m'en occupe. Mais une fois que la destruction des entités, une fois que la fin du cycle de vie est passée, pour moi, on atteint la démo, et donc je vais pouvoir faire une petite vidéo de démo très courte pour pouvoir la partager. Par contre, il faut que j'attaque le DevOps dans la foulée pour pouvoir créer un environnement de jeu disponible tout le temps. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire une démo et éventuellement faire une petite landing page ou un truc comme ça pour pouvoir présenter le jeu et vers où on va, expliquer un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui est prévu qu'on fasse un peu plus tard. Et puis derrière, enchaîner les fonctionnalités supplémentaires, quoi. Donc ça, c'est cool. Allez, j'arrête là pour aujourd'hui. Des bisous YouTube. Ciao.